Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Boss ton droit. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau thème puisque je vais aborder le droit pénal et je vais commencer par le début avec les éléments constitutifs d'une infraction. En effet, l'infraction elle peut être définie comme un acte ou une omission interdit par la loi sous menace d'une peine. Chaque infraction fait l'objet d'une définition qui lui est propre et qui permet de préciser quel est l'acte incriminé et en quoi il se différencie de ceux définis sous d'autres termes. Au-delà de ces différences, la structure générale des infractions elle reste la même, puisqu'en effet toute infraction nécessite la réunion d'éléments constitutifs. Pour les éléments constitutifs de l'infraction, en fait on affirme traditionnellement que toute infraction suppose la réunion de trois éléments. Un élément légal, un élément matériel et un élément moral. L'élément légal, il correspond à l'exigence d'un texte d'incrimination, c'est un renvoi au principe de légalité qui renvoie lui-même à l'étude de la loi pénale. Certains auteurs, outre ces trois éléments, en visent également un quatrième, soit l'élément injuste, qui correspondrait à l'absence de faits justificatifs qui pourrait venir neutraliser l'infraction. Je vais évoquer les faits justificatifs dans une autre vidéo qui fera suite à celle-ci. Comme d'habitude, en deux notions, on verra dans un premier temps l'élément matériel, puis ensuite l'élément moral. On va se pencher donc sur l'élément matériel. L'élément matériel, en fait, il s'agit du comportement que le législateur il a choisi d'incriminer. En fait, la plupart du temps, c'est au regard du résultat que ce comportement est apte à produire et que l'on espère éviter. La consistance de l'acte matériel, il est variable d'une infraction à l'autre, tandis que l'efficience de l'acte fait figure de constance. Donc on verra la consistance, puis l'efficience. Pour ce qui est de la consistance de l'acte, en fait, il peut consister en des comportements de nature et de structure différentes, cet acte. Pour ce qui est de la nature de l'acte, il faut savoir que dans la plupart des cas, l'acte décrit par le texte d'incrimination, il correspond à un comportement positif. L'infraction consiste alors à faire ce qui est interdit par le texte, escroquer une victime en fraudant, par exemple. Dans ces cas-là, on parle d'infraction de commission. Il est rare que notre droit impose d'agir, mais tel est parfois le cas, puisqu'il est sanctionné une abstention. L'abstention, elle consiste quant à elle à ne pas faire ce qui est prescrit par la loi. Par exemple, on parle de la non-assistance à personne en danger, non-obstacle à la commission d'un crime ou délit contre l'intégrité corporelle, la non-révélation aux autorités d'un crime, etc. Il s'agit en fait de savoir si l'omission elle est assimilable à l'action. Est-ce qu'on peut être auteur d'une infraction de commission pour être parvenu au même résultat que celui qui viendrait d'une action mais en s'abstenant? Par rapport à cette question, la réponse est non, depuis l'affaire de la séquestrée de Poitiers. La séquestrée de Poitiers, je vous conseille de vous y intéresser, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 20 novembre 1901 qui est super intéressant. Certaines infractions, elles sont définies par la loi en visant un comportement qui peut être un acte positif ou une abstention. Par exemple, l'homicide par imprudence. En effet, dans ce cas d'un homicide par imprudence, on peut avoir comme source un acte positif, la maladresse, ou une abstention, le manque de précaution. Pour ce qui est de la structure de l'acte, en fait, cette structure, elle est à l'origine de certaines distinctions qu'on opère parmi les infractions, entre les infractions instantanées et les infractions continues. La structure temporelle de l'acte, soit l'acte, se réalise en un trait de temps, de sorte que l'exécution de ce dernier s'opère de manière immédiate, sans que la durée soit une composante de l'infraction. C'est une infraction instantanée, par exemple le meurtre, le vol, et ce, même si ces effets se prolongent dans un temps, et un acte matériel peut intégrer la durée dans sa structure et l'infraction peut être donc constituée par une action ou une omission qui se prolonge dans le temps et qui est soutenue par la réitération constante de la volonté coupable. Dans ce cas-là, il s'agit d'une infraction continue, par exemple le recel ou l'abandon de famille, et le caractère instantané ou continu d'une infraction, il a une incidence sur la localisation dans le temps de cette infraction, notamment sur la détermination du point de départ de la prescription publique qui doit être fixée au jour où l'action est consommée. Lorsque l'infraction elle est instantanée, on prend comme point de départ le moment où l'acte est accompli, et pour une infraction continue, on va prendre le jour où l'infraction prend fin. Le Conseil constitutionnel il a jugé cette jurisprudence conforme à la Constitution depuis mai 2019. Si une loi nouvelle plus sévère intervient, elle pourra s'appliquer à une infraction continue en cours de consommation, alors lorsque la loi nouvelle est intervenue. On a aussi une distinction entre les infractions simples et les infractions complexes. L'acte matériel constitutif de l'infraction, il se réduit souvent à un seul fait lorsque c'est une infraction simple. Si elle requiert la combinaison de plusieurs actes, alors elle est dite complexe. Il y a alors l'utilisation de certains moyens et une remise consécutive de l'emploi de ces moyens.
Cette qualification, elle peut avoir une incidence sur la localisation de l'infraction dans le temps ou dans l'espace, puisqu'en effet, il est possible que ces différents faits aient été commis en des lieux et des temps différents. Par conséquent, plusieurs tribunaux peuvent être compétents, et le délai commence à courir à partir de la date de la commission du dernier fait constitutif. L'infraction complexe, elle doit être distinguée de la fraction d'habitude, qui quant à elle n'est pas constituée par la combinaison de plusieurs faits différents, mais par la répétition de plusieurs faits semblables qui isolément ne constituent pas une infraction. Exercice illégal de la médecine, par exemple, c'est une personne qui prend part habituellement à l'établissement d'un diagnostic. Ça, on va marquer la date de commission de l'infraction d'habitude à la réalisation de l'acte qui va constituer l'habitude, c'est-à-dire dès le deuxième en règle générale. On a évoqué la consistance de l'acte, maintenant on va se pencher sur son efficience. Pour que l'infraction elle soit constituée, il faut généralement que l'acte matériellement accompli il ait été mené jusqu'à son terme et qu'il ait produit l'effet visé par le texte d'incrimination. Il faut donc que l'infraction soit consommée. Mais à certaines conditions, la répression peut intervenir alors que l'acte n'est pas allé jusqu'à la production de ce résultat et dans ce cas, l'infraction est alors dite de tenter. Pour ce qui est de l'infraction consommée, toute infraction renvoie à une valeur que le législateur entend protéger, la vie, la propriété, la vie privée par exemple, par l'édition d'une incrimination et la menace d'une sanction. L'acte matériel incriminé, il est alors généralement celui qui porte effectivement atteinte à cette valeur protégée. Toutefois, il arrive que le législateur décide de réprimer des actes qui sont seulement susceptibles de conduire à une atteinte à la valeur protégée sans que celle-ci ait à produire. Si elle va au bout de son but, l'infraction est dite matérielle, alors que si le législateur décide de réprimer un acte susceptible, on parle d'infraction formelle. Pour ce qui est des infractions matérielles, elles requièrent pour leur consommation qu'une atteinte ait été portée à la valeur protégée. Pour ce qui est de l'infraction formelle, quant à elle, elle se consomme sans que la valeur menacée par l'acte qui la constitue ait nécessairement à être atteinte. Par exemple, pour citer un exemple très concret, ça va être un empoisonnement qui ne se consomme pas par la seule administration de substances de nature à donner la mort, même si le but n'est pas atteint. On a aussi dans les infractions formelles ce qu'on appelle des délits obstacles. Ces délits obstacles ils sont constitués par un acte matériel encore plus éloigné de l'atteinte qu'on souhaite éviter par la commission de ce délit, et l'acte incriminé consiste à créer une situation à risque. L'infraction elle est consommée même si le risque ne se réalise pas. Pour ce qui est de l'infraction tentée, il arrive qu'un délinquant réalise des actes tendant à l'exécution d'un projet criminel, mais que ce projet n'aboutisse pas parce que l'agent, soit il n'a pas voulu, soit il n'a pas pu aller au bout de cette entreprise criminelle. L'infraction, elle a donc pas été consommée et elle est dite de tenter. On se pose alors la question de savoir si et dans quelle mesure l'agent est répréhensible. Pour ce qui est de la tentative punissable, le processus criminel il s'étale généralement dans le temps et il est souvent décrit comme la succession de plusieurs phases constituant le chemin du crime, ce qu'on appelle iter criminis, qu'on décompose en phases internes et externes, qui va de l'extériorisation du projet criminel à la consommation en passant par la préparation de l'infraction et la réalisation de certains actes d'exécution. Donc on se demande à quel stade de ce processus la tentative elle devient punissable. En fait, ça dépend de la conception qu'on a de l'infraction, si elle est objective ou subjective. On va alors exiger plus de matérialité ou inversement. Le code pénal, quant à lui, il adopte une position assez médiane puisqu'il va exiger une matérialité significative soutenue par une volonté constante. L'article 121.5 du code pénal énonce que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes à la volonté de son auteur. Deux conditions sont donc requises pour que la tentative soit exécutable, le commencement d'exécution et l'absence de suspension d'exécution. Pour le commencement d'exécution, pour que la tentative soit punissable, il faut que l'entreprise criminelle soit passée à la phase externe, mais encore faut-il qu'elle soit concrétisée par des actes qui ne sont pas seulement préparatoires, mais qui relèvent du commencement d'exécution. Pour distinguer l'acte préparatoire du commencement d'exécution, la doctrine elle a proposé des critères sans parvenir à se mettre d'accord. Là, toujours, on a un peu ce clivage conception objective-subjective, et la conception objective veut que le commencement d'exécution retient l'accomplissement d'un élément matériel entrant dans la définition de l'infraction ou constituant une circonstance aggravante à celle-ci. En revanche, la conception subjective, elle veut que l'état d'esprit de l'agent soit pris en compte. Il y a commencement de l'exécution lorsque l'agent a manifesté par l'acte accompli sa volonté irrévocable d'aller jusqu'au bout.
La jurisprudence, elle ne s'est pas vraiment ralliée à l'une ou l'autre des conceptions, et parfois la Cour de cassation, elle semble même ne pas se référer du tout à ça, et se référer qu'à des considérations objectives, en énonçant qu'il y a un commencement de l'exécution en cas d'acte ayant des conséquences directes et immédiates de consommer le crime. Ça, c'est l'arrêt Lacour de 1962 qui en parle, et c'est un arrêt sur une personne qui paye un tueur à gages qui, au final, a renoncé de faire son travail. D'autres fois, cette Cour de cassation, elle ajoute une référence à l'intention de l'agent en visant un acte tendant directement au délit et accompli avec l'intention de le commettre. En définitive, c'est un peu difficile de systématiser la jurisprudence et il est possible que de donner quelques exemples de solutions retenues. C'est ainsi qu'a été retenu comme commencement d'exécution du vol d'un véhicule le branchement de fils, le fait de se positionner vers un convoi en cagoule et armé. Inversement, ne sont que des actes préparatoires au délit, par exemple, d'achat de stupéfiants, de donner de l'argent à un camarade en vue d'achat de stupéfiants, de mettre le feu à son véhicule assuré pour des escroqueries. Pour ce qui est de l'absence de suspension d'exécution, même si l'agent en fait il franchit le cap du commencement de l'exécution, il ne pourra pas être punissable s'il renonce de lui-même à poursuivre la commission de cette infraction. Si l'agent il se ravise avant la consommation de l'acte de sa propre initiative, alors cette infraction elle a été interrompue et donc elle ne sera pas punissable. S'il se ravise après coup car pris de remords, par exemple il essaye d'effacer les effets de ce qu'il a fait, c'est un repentir actif tardif. Si l'interruption est due à des circonstances indépendantes de sa volonté, alors la tentative elle sera punissable. Par exemple l'arrestation par la police. N'est pas volontaire l'interruption qui certes procède d'une décision de l'agent, mais une décision dictée par des circonstances extérieures. Début d'escroquerie interrompu par une enquête qui le convainc d'arrêter par exemple. Dans l'hypothèse où l'agent est allé jusqu'au bout des actes d'exécution mais qu'il n'a pas réussi à produire le résultat, est prise en compte comme absence de suspension ainsi que l'infraction impossible, infructueuse. Le résultat, il ne pouvait pas être obtenu. C'est assez bête, mais par exemple, c'est le cas d'une tentative de meurtre sur un cadavre. Il pourra tout faire, il n'arrivera jamais à tuer un cadavre. Ou parce que les moyens aussi employés sont inaptes à produire le résultat. Par exemple, quelqu'un qui pense utiliser du poison alors qu'en fait c'est du sucre. Le cas de l'infraction impossible, il a divisé la doctrine qui est défavorable dans la conception objective et favorable à la considération comme infraction dans la conception subjective. Ortolan, il a proposé une médiane entre impossibilité absolue et relative, et il y a répression au titre de la tentative, et ce même pour le vol dans une maison vide, par exemple. Il y a des limites à la répression de l'infraction impossible dans le cas du délit surnaturel qui concerne l'hypothèse où on essaierait de tuer quelqu'un par envoûtement, par exemple, ou le cas du délit putatif. Pour ce qui est de la répression de la tentative, en fait, elle dépend de la gravité de l'infraction. Ça, c'est décrit à l'article 121.4. On vise le fait de tenter de commettre un crime ou, dans des cas prévus par la loi, un délit. Le domaine de la répression de la tentative, il est ainsi limité en ce sens que seule la tentative de crime est toujours punissable, tandis que la tentative de délit ne l'est que si le texte d'incrimination le prévoit spécialement. Et enfin, s'agissant des contraventions, la tentative, elle n'est jamais punissable. Le code pénal y précise également quelle est la mesure de cette répression. On a vu l'élément matériel, maintenant on va se pencher un petit peu sur l'élément moral. Pour ce qui est de l'élément moral, en fait, il suffit pas d'avoir été l'auteur de l'acte matériel tel que décrit par la loi pour engager sa responsabilité pénale. Encore faut-il que l'agent ait commis une faute qui puisse être retranchée. Cet élément moral qui déclenche un blâme social requiert deux choses, l'imputabilité et la culpabilité. Il faut que la personne soit consciente de ce qu'elle fait et qu'elle agisse avec une volonté libre. La question, elle ne se pose que négativement en présence d'un discernement défaillant ou d'une contrainte. On verra donc dans un premier temps l'imputabilité et logiquement dans un deuxième temps la culpabilité. Pour ce qui est de l'imputabilité, elle s'incarne en plusieurs choses. Dans un premier temps, la défaillance du discernement. Elle peut résulter d'un développement incomplet des facultés mentales ou bien une dégradation de ces facultés. Pour ce qui est de la minorité pénale, elle concerne la personne de moins de 18 ans. Elle n'est pas en tant que telle une cause d'irresponsabilité pénale, car seule l'absence de discernement lié à ce jeune âge peut faire obstacle à la constitution de l'infraction. L'arrêt Laboub, qui a été rendu le 13 décembre 1956, énonçait que toute infraction suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté.
Ce qui est important au sujet du mineur, c'est qu'il ait compris et voulu l'acte. L'article 122.8 du Code pénal subordonnait très clairement la responsabilité pénale du mineur au développement suffisant de son aptitude à percevoir. En effet, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables. Il résulte de ce texte, en fait, que l'enfant, qui serait trop jeune pour être pourvu de discernement, ne peut pas commettre une infraction, quelle qu'elle soit, même s'il s'agit d'une contravention. Alors, quant à ça, un arrêt du 14 novembre 2017 montre, par exemple, qu'une automobile a été mise au nom d'un enfant de 4 ans, qui pouvait clairement pas commettre une infraction, déjà il n'a pas le permis, ensuite il a 4 ans, et en fait une ordonnance du 11 septembre 2019 institue un code de la justice pénale des mineurs devant entrer en vigueur le 1er octobre 2020 et prévoyant une présomption de non-discernement en dessous de 13 ans. Punir quelqu'un n'a de sens que si la personne a conscience de ce qu'elle a fait. Dès lors que le mineur il est capable de discernement, ses actes lui sont imputables et il peut être déclaré coupable de l'infraction qu'il a commise. Mais, attention, on ne va pas le traiter de la même manière qu'un adulte. En effet, le Conseil constitutionnel il a reconnu la spécificité du traitement du mineur en reconnaissant comme principe fondamental reconnu par les lois de la République la primauté de l'action éducative et la minoration de la responsabilité. Ça, c'est des décisions de 2002 et 2003. Le futur code de la justice pénale, donc qui devrait rentrer en vigueur au 1er octobre 2020, par rapport aux mineurs, il aura un titre préliminaire qui reprendra ces dispositions. C'est pas parce qu'un mineur est assez avancé en âge pour connaître le bien et le mal qu'il a atteint une certaine maturité. Attention, le statut du mineur délinquant dépend d'une ordonnance de 1945 qui traite de la minorité et de la responsabilité pénale des mineurs. Cette ordonnance, elle procède par palier selon l'avancement en fait en âge du mineur avec toujours une capacité de discernement. Si l'enfant a moins de 10 ans, seules des mesures éducatives sont envisageables à son égard à l'exclusion de toute sanction, et ce, évidemment, même s'il est capable de discernement. Entre 10 et 13 ans, le principe c'est que le mineur il doit être soumis qu'à des mesures éducatives, mais il peut en outre être soumis à des sanctions éducatives, tout en demeurant à l'abri d'une sanction pénale dès lors qu'il n'a pas plus de 13 ans. Au-delà de 13 ans, il y a des peines véritables qui peuvent être prononcées contre le mineur de plus de 13 ans, et ces peines sont atténuées par une diminution de peine qui s'impose de manière absolue si le mineur a moins de 16 ans, et qui peut être écartée si le mineur a entre 16 et 18 ans. Le code de la justice pénale des mineurs va modifier un petit peu, mais va quand même maintenir un peu ses seuils, puisqu'en effet l'âge charnière ce sera toujours 13 ans, puisqu'au-delà de cet âge, il est présumé capable, donc pénalement responsable. Cela étant, il y a le principe de primauté de l'éducatif, sauf qu'une peine peut être prononcée contre lui. De plus, il y aura toujours une peine diminuée si le mineur a moins de 16 ans, et obligatoire s'il a plus de 16 ans. Pour le mineur de moins de 10 ans, le principe est qu'il n'y a pas réellement de discernement. Mais si cette présomption elle est renversée, alors il est pénalement responsable, mais il n'encourt que des mesures éducatives, comme je l'ai dit juste avant. La notion de sanction éducative, elle disparaît, on n'en a plus, et au-delà de 10 ans, les mesures éducatives peuvent consister à des interdictions. Après la minorité, on retrouve en défaillance du discernement le trouble mental. Le code pénal y traite les troubles psychiques ou neuropsychiques au titre des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. Il s'agit en fait de causes subjectives d'irresponsabilité par opposition à des causes objectives qui correspondent aux faits justificatifs. Le trouble visé, qu'on appelait la démence dans le passé, c'est celui qui affecte le discernement et qui compromet la possibilité de faire imputer à ces personnes ces actes. Ce qui compte, en fait, c'est le trouble existant au moment des faits, de sorte que si le trouble intervient après l'infraction, il ne va pas affecter la responsabilité de l'auteur et la constitution de l'infraction. Cela étant, il peut néanmoins avoir une incidence sur le déroulement de la procédure. Une suspension de la procédure, tant que l'intéressé n'est pas apte à comprendre ce qu'il a fait, peut être possible, et si l'absence de discernement devait se produire en cours d'exécution de la peine, alors ce trouble mental pourrait faire obstacle à l'exécution de la peine d'emprisonnement. L'origine du trouble, elle doit être recherchée. En effet, en général, il résulte d'une maladie mentale provoquant des troubles durables ou passagers. C'est le cas de la paranoïa ou de la schizophrénie. Mais il peut aussi s'agir d'hypnose ou de somnambulisme, de même que le trouble peut avoir une origine toxicologique. Donc ça, c'est la drogue ou l'alcool.
Attention, en ce qui concerne l'ivresse, il y a lieu de tenir compte du caractère volontaire ou involontaire de l'état de la personne. Si l'agent commettant une infraction est enivré de manière fortuite et sans en avoir eu conscience, il peut être irresponsable, puisqu'il n'est pas à l'origine de l'enivrement. En revanche, s'il s'est enivré délibérément ou s'il a eu conscience de cet enivrement, l'irresponsabilité ne peut pas être retenue. Le fait que l'infraction ait été commise sous l'emprise de produits toxicologiques est constitutif d'une cause d'aggravation. Selon que le trouble a totalement ou seulement altéré au lieu d'aboli le discernement, alors il faut faire une distinction. L'alinéa 1er de l'article 121 énonce que n'est pas responsable la personne atteinte d'un trouble psychique ayant aboli son discernement. La gravité du trouble, elle est donc déterminante, puisque pour exclure l'imputabilité et conduire à l'irresponsabilité, il faut que le trouble ait totalement supprimé la conscience de ses actes. S'il est avéré que le trouble a ainsi aboli le discernement au moment des faits, la personne ne pourra pas être déclarée responsable et aucune peine ne pourra être prononcée contre elle. Une loi du 25 février 2008 a mis en place une procédure spécifique dans ce cas permettant l'instauration d'un débat et la reconnaissance de l'existence des faits tout en aboutissant, au stade de l'instruction du jugement, à une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette réforme qui a été opérée donc par la loi de 2008, elle tendait essentiellement à satisfaire la victime, mais elle permet tout de même des sanctions comme l'interdiction d'approcher la victime, de posséder une arme, etc. De plus, il est possible d'ordonner l'hospitalisation complète de la personne déclarée pénalement irresponsable dans un établissement de santé accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux. On peut être pénalement responsable si on a un trouble mental. En effet, le code pénal envisage distinctement le cas de la personne atteinte d'un trouble qui n'aurait qu'altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Ces personnes, elles ne sont pas dépourvues de discernement, de sorte qu'elles peuvent se voir imputer ce comportement. Le texte indique néanmoins que la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Jusqu'à une loi du 15 août 2014, le texte disait qu'il y avait une réduction de la peine encourue, à savoir la réduction du tiers. Le texte précise que le juge doit s'assurer, après avis médical et si la nature des faits le justifie, que la peine prononcée va permettre que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. À côté de la défaillance du discernement, on retrouve la contrainte. En effet, l'article 122.2 du Code pénal envisage une autre cause d'irresponsabilité, la contrainte, qui est définie comme une force à laquelle une personne n'a pas pu résister. Alors la personne ne peut se voir reprocher son attitude puisque pas en mesure de choisir le comportement adopté. Pour ce qui est des formes de la contrainte, en fait, il s'agit d'une part d'une contrainte physique, dans ce cas elle prend la forme d'une force physique agissant sur le corps même de l'agent, force physique pouvant être naturelle, comme une tempête, ou provenant d'un tiers, comme la séquestration. La contrainte, elle a alors une origine externe, mais la contrainte physique, elle peut également être d'origine interne, comme ça a été jugé dans un arrêt du 15 novembre 2005, s'agissant d'un conducteur de voiture ayant été victime d'un malaise brutal et imprévisible, lui ayant fait perdre le contrôle de son véhicule. Elle peut d'autre part, cette violence, être morale. Elle prend alors la forme d'une force morale, annihilant la volonté, et elle n'est source d'irresponsabilité que lorsqu'elle est externe, par exemple les menaces qu'on fait à un tiers. La contrainte morale interne résulte des convictions ou passions et c'est pas une cause d'irresponsabilité. Attention, sauf si ça provient d'un trouble mental. Deux caractères sont requis. Il faut que cette contrainte elle soit irrésistible et imprévisible. Elle renvoie à la notion de force majeure en responsabilité civile et elle se caractérise par son caractère irrésistible, ce qui signifie que l'agent a été privé de sa liberté de choix. La jurisprudence elle est exigeante puisqu'elle exige qu'on prouve que l'agent se trouvait dans l'impossibilité absolue de se conformer à la loi. L'imprévisibilité, elle résulte pas directement de l'article 122.2, mais en fait c'est la jurisprudence qui impose ce caractère imprévisible, d'où elle déduit que la contrainte n'est pas caractérisée en présence d'une faute antérieure de l'agent. Ça c'est l'affaire du marin déserteur, l'affaire Trémentin. Elle est par exemple vous pouvez la retrouver cette affaire dans les arrêts illustrés sur Instagram. Elle est très très bien résumée. On a l'imputabilité, maintenant on va se pencher un petit peu sur la culpabilité. La culpabilité, c'est la seconde composante de l'élément moral, donc. Elle suppose une volonté coupable et requiert qu'une faute ait été commise et qu'il n'y ait pas eu d'erreur de l'agent susceptible d'excuser son comportement. Pour ce qui est de l'exigence de la faute,
La responsabilité pénale, elle ne peut pas exister sans faute de celui pénalement responsable. La faute dont il est question en matière pénale, elle doit présenter une gravité telle qu'elle mérite d'être pénalement sanctionnée. Le principe posé par l'article 121.3 du Code pénal est que s'agissant des crimes et délits, cette faute pénale est intentionnelle, mais certaines infractions ont un élément moral constitué par une faute non intentionnelle. Pour ce qui est de la faute intentionnelle, c'est celle généralement qui est requise en droit pénal. Elle est forcément requise pour les crimes en matière de délit, elle peut être écartée. De plus, certaines contraventions sont visées. Elle correspond à ce qu'on désigne de dol général et elle consiste en la volonté de commettre l'infraction. Pour ce qui est des composantes de l'intention, la faute intentionnelle, elle suppose tout d'abord une volonté. Mais cette dernière ne suffit pas. En effet, l'intention fait défaut si l'agent n'a pas eu conscience du résultat qui pouvait découler de l'acte accompli. Plus précisément, il faut que le résultat ait lui-même été voulu. Le dol éventuel n'équivaut pas au dol général, et la personne s'entraînant au tir dans une zone non sécurisée où des promeneurs sont susceptibles d'être atteints par une balle perdue ne commet pas une atteinte intentionnelle à l'intégrité d'autrui. C'est un dol éventuel. Dans certaines hypothèses, cette imprudence, alors consciente, sans être assimilée à l'intention, va permettre une répression spécifique. Il arrive parfois que le dol indéterminé soit assimilé au dol général, tel est le cas en matière de violence où il suffit que l'agent assène volontairement des coups à sa victime sans avoir égard aux dommages précis qu'il a pu lui infliger. Il faut une connaissance de l'illégalité, l'intention suppose que l'agent sache que le comportement adopté constitue une infraction pénale. Cette connaissance n'a pas à être positivement établie car nul n'est censé ignorer la loi. Pour ce qui est du mobile, l'intention constituée par la volonté de commettre un acte prohibé par la loi est définie par rapport à l'infraction. L'intention se distingue alors des mobiles qui, eux, se rapportent aux motivations, aux raisons animant l'agent dans la volonté de commettre cette infraction. Ces mobiles varient d'un auteur à l'autre. Les mobiles ne sont pas pris en considération, c'est ce qu'on appelle l'indifférence des mobiles, de sorte qu'en règle générale, c'est l'intention qui est requise pour constituer une infraction et le dol général suffit sans qu'il soit nécessaire que l'agent ait eu l'intention de nuire. Inversement, le mobile ne peut pas faire disparaître la faute intentionnelle. Si on donne volontairement la mort à autrui, l'intention de tuer est présente et la circonstance de l'acte, compassion, haine, argent, n'efface absolument pas l'infraction. Il en va ainsi de tout mobile, qu'il soit honorable, légitime, idéologique ou religieux. Par exception, il arrive néanmoins que la loi intègre dans la définition d'une infraction le mobile et que l'élément moral de l'infraction ne soit pas constitué par le seul dol général, mais qu'il faille en plus un dol spécial. L'article 122.16, par exemple, sanctionne les agressions sonores nécessitant une action accomplie en vue de troubler la tranquillité d'autrui. Certains mobiles sont parfois érigés en circonstances aggravantes, les mobiles racistes ou sexistes par exemple, constituant des causes générales d'aggravation, et même si les mobiles ne sont en principe pas pris en considération et qu'ils ne le sont que dans des cas particuliers, il s'agit ici de la prise en considération du sens ou des raisons motivant l'auteur d'une infraction qui vont avoir une place particulière quand il s'agira de déterminer la pénalité prononcée contre l'auteur de l'infraction. Les mobiles y peuvent trouver leur place dans les faits justificatifs définis par la loi et faisant une place aux motivations de l'agent à commettre un acte. C'est le cas de la légitime défense. Pour ce qui est de la faute non intentionnelle, pour la plupart des contraventions, ainsi que certains délits, atteinte à la personne humaine involontaire par exemple, c'est une faute non intentionnelle qui constitue l'élément moral de l'infraction. Cette faute non intentionnelle, elle était définie de manière négative par opposition à la faute intentionnelle, de sorte que l'on englobait dans le même sac de la faute non intentionnelle les imprévoyances les moins graves et les prises de risques les plus choquantes. Avec l'entrée en vigueur du code pénal actuel et la loi du 10 juillet 2000, une distinction va s'imposer parmi les fautes non intentionnelles. Pour ce qui est de l'imprudence ordinaire, elle est décrite par l'article 121.3 du code pénal qui énonce que c'est une imprudence, une négligence en fait, ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cette faute, elle peut procéder d'un acte non volontaire, accélérer au lieu de freiner, et elle consiste en un acte volontaire dès lors que cette volonté n'est pas orientée vers l'obtention du résultat. Cette faute d'imprudence, elle est appréciée in abstracto par rapport au comportement qu'aurait eu un modèle abstrait placé dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles se trouvait l'agent. Cette faute nécessitera, quand sera établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences
normal compte tenu, le cas échéant, de la nature des missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait. La plupart des contraventions sont non intentionnelles, mais un élément moral est requis. À ce sujet, c'est à la personne a priori responsable qu'il appartient de démontrer, le cas échéant, qu'il lui a été impossible de respecter la prescription pour une cause de force majeure. En ce qui concerne les délits d'imprudence ordinaire, euh, va s'appliquer pour l'essentiel en matière d'homicide et d'atteinte à l'intégrité par imprudence l'application des articles 121.6 et 222.9 du Code pénal. Cette faute, elle est doublement circonscrite puisque d'une part, elle ne constitue l'infraction qu'en présence d'un résultat dommageable, et même quand cette imprudence aura occasionné une atteinte à l'intégrité, bien qu'elle ne suffira pas à engager la responsabilité pénale de l'auteur que s'il est une personne morale ou que, pour une personne physique, il a été cause directe du dommage. À défaut du résultat dommageable, ou en présence d'un auteur personne physique qui n'aurait qu'indirectement causé le dommage, la faute ordinaire ne suffit pas à constituer l'infraction, et seule une imprudence consciente est de nature à la constituer. Qu'est-ce que l'imprudence consciente ? En fait, une faute constituée par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est une imprudence consciente. Cette faute consiste à avoir agi volontairement en ayant conscience du résultat dommageable potentiel, sans l'avoir recherché. C'est une faute à mi-chemin entre l'imprudence ordinaire et l'intention. Cette faute, elle est réprimée plus rigoureusement que l'imprudence ordinaire, puisqu'elle permet une répression plus étendue, en ce sens qu'elle permet la répression en l'absence de résultat. Mise en danger délibérée la personne d'autrui, par exemple. La répression de l'imprudence consciente, elle est plus sévère puisque lorsque le résultat dommageable s'est produit, la circonstance qu'il résulte d'une faute délibérée constitue une cause d'aggravation. Depuis la loi du 10 juillet 2000, le fait d'avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation est une condition pour engager la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage ou qui ont créé ou contribué à créer la situation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter. Ils ne seront donc pénalement responsables que s'ils ont commis une faute délibérée ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une gravité particulière. Pour ce qui est du cas d'absence d'erreur, il est concevable qu'une fausse représentation de la réalité ou une ignorance du caractère délictueux puisse avoir une incidence sur la culpabilité de l'agent. Il s'agit de savoir quand et quelle mesure l'erreur de fait ou de droit peut neutraliser la faute. Pour ce qui est de l'erreur de fait, elle peut parfois faire disparaître la faute intentionnelle, alors qu'en ce qui concerne la faute non intentionnelle, l'erreur ne fera pas disparaître la faute. Elle pourra même la caractériser. L'erreur de fait va pouvoir supprimer l'intention si elle porte sur un élément constituant l'infraction. Par exemple, prendre le manteau de quelqu'un en pensant que c'est le sien. Elle sera différente si elle ne porte pas sur un élément essentiel, et l'erreur de fait ne fait pas disparaître la faute non intentionnelle, puisque la méprise, l'erreur, est elle-même révélatrice de la faute d'imprudence. Il n'y a que le cas où l'erreur serait commune et invincible qu'il n'y a pas de faute. Pour ce qui est de l'erreur de droit, elle est admissible comme une cause d'irresponsabilité pénale. L'article 122.3 du Code pénal énonce à cet égard que n'est pas pénalement responsable la personne justifiant avoir cru, par une erreur de droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir l'acte. Cette solution, elle est nouvelle par rapport à la jurisprudence antérieure, selon laquelle la présomption de connaissance de la loi est importante. Pour que l'erreur de droit soit reçue, il faut que les conditions très strictes soient réunies, ce qui explique que cette erreur soit très rarement retenue comme cause d'impunité. Elle consiste à avoir ignoré que le comportement était illicite. L'agent peut s'être trompé sur l'existence d'une disposition ou s'il a cru qu'il existait une disposition qui autorisait un acte selon les circonstances. S'il s'est trompé sur l'interprétation d'une disposition, alors c'est pareil. Cela étant, c'est à l'agent qu'il appartient d'invoquer l'erreur et le juge n'a pas le droit de la relever d'office. Il doit démontrer qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour se renseigner et que l'erreur était invincible. N'a pas été jugée inévitable l'erreur commise en ne se renseignant pas suffisamment. J'espère que cette première vidéo sur le droit pénal vous a plu. Je vais enchaîner avec une petite vidéo qui suivra sur les faits justificatifs de l'infraction, puisque dans la doctrine, certains auteurs la considèrent comme un quatrième élément constitutif. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner pour me montrer que ça vous plaît, me mettre en commentaire les sujets de vidéo, peut-être les thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, likez la vidéo, ça m'encourage énormément, et bossez votre droit.
À plus!